croissance de l'industrie agroalimentaire. C'est le débat qui va avoir lieu ici maintenant autour de cette table avec des invités, des experts. Alors d'un côté, nous avons les sondeurs et puis les chefs d'entreprise qui font des études pour savoir quels sont les leviers. Et de l'autre côté, les producteurs. On va vous appeler comme ça, mais même si on va regarder plus en profondeur. Alors à mes côtés, j'ai Christine Barthes. Bonjour. Alors vous êtes déléguée à la FEF, Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Quel est le rôle de la FEF dans la filière agroalimentaire? Alors la FEF, c'est un club de 600 PME françaises, à 80% agroalimentaire. Et nous sommes une passerelle entre ces PME et leurs clients, que sont la grande distribution et la restauration hors foyer. D'accord. Passerelle pour faciliter le décryptage, le développement des affaires, dans une ambiance en dehors du box, en aménageant la relation commerciale, parce que la PME, ce n'est pas un groupe financier, ce n'est pas la multinationale, les atouts et les handicaps ne sont pas les mêmes, et qu'il est nécessaire aujourd'hui, par rapport à la distribution, d'avoir cette différenciation et cette largeur de choix. D'accord. Et club, pourquoi cette nomination, cette façon de le nommer, club? Parce que nous ne sommes pas une fédération, nous ne sommes pas un syndicat. Nous sommes dans une démarche de dire, pour pouvoir travailler avec nos clients, il faut les connaître, il faut être dans l'échange, dans le dialogue et trouver ensemble des solutions en dehors d'un univers réglementaire complexant et complexifiant pour les PME. Vous êtes une sorte d'agent finalement pour oui, eux. Un mythique, un facilitateur, une passerelle, un trait d'union. Parfait. À vos côtés, Stéphane Marcel, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité de la Sofres depuis 2008, c'est ça, hein, jusque-là, je ne me trompe pas. Vous êtes manager des innovations et connaissances des marchés. Alors quel est votre rôle exactement? Alors je peux le décrire de deux manières. Le premier, c'est d'être le porteur de la voix des consommateurs dans les entreprises. Le président Delany a insisté tout à l'heure sur le fait d'être en connexion avec les consommateurs, c'est notre métier. Et s'agissant de l'innovation dont j'ai la charge, eh bien, c'est d'aider les entreprises à lancer des produits qui réussissent. C'est comme ça qu'on peut résumer notre métier. On le fait aussi bien pour des grands groupes internationaux que pour des entreprises qui rencontrent des succès comme celle que représente monsieur, puisqu'on a eu la chance de travailler avec lui récemment. D'accord, donc vous êtes occupé, la Sofres est occupée de oui. cette société. D'accord, Oui. on va y revenir tout à l'heure. Nous avons monsieur Robert Volut. Bonjour. Bonjour. Alors quand vous vous présentez, vous dites que vous êtes charcutier. Oui, c'est vrai, c'est mon métier. C'est votre métier. Oui. Et vous êtes aussi président de la Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs. Aussi bien on peut l'appeler, alors je ne sais pas si on dit FICT ou FICT. FICT, FICT, comme vous voulez. C'est charcutier. Et en quelques mots, c'est quoi alors? Écoutez, c'est une fédération qui représente l'industrie charcutière française. Il y a à peu près 250 entreprises dans cette fédération, des petites, des moyennes, des grandes, des produits, des gens dont les marques sont très très connues. Je ne vais pas les citer, mais les grandes marques de charcuterie, bien sûr, et de salaison sont dans notre fédération. D'autres qui ont des marques connues régionalement, dans le sud-ouest, dans le sud-est. Vous trouvez les stands là. Il y a 26 de nos membres qui sont ici présents au CIAL. Hein. 26. 26, oui. D'accord, j'avais noté 18, ça augmente. Oui. Non, il y en a 18 qui sont dans un petit parcours. D'accord. Hein, donc je parlerai tout à l'heure. Au CIAL, 26. 26, oui, 26. D'accord. Et voilà, donc une fédération, c'est la défense des intérêts d'une industrie en France et à l'étranger. D'accord, oui, on parlera sur tout à l'heure. Sur tous les fronts, sur les fronts de la qualité, sur les fronts de la réglementation, sur les fronts de la fiscalité, sur les fronts commerciaux, sur les fronts de l'exportation, etc. Enfin, on a du marketing général collectif. Vous êtes un véritable soutien pour eux? Oui, je suis pas un nous représentons les charcutiers. Donc nous sommes la synthèse, on fait la synthèse des besoins des charcutiers en matière de développement et de défense de leurs intérêts. Donc c'est plutôt un lieu de synthèse, un lieu de consensus et puis d'action après. Évidemment. Et à côté de vous, alors un invité surprise. Parce que dans le CIAL, on fait un petit peu notre petit tour, puis tout d'un coup on se dit, venez avec nous, on va parler de ce que vous savez faire et en l'occurrence sur les leviers de croissance de l'industrie agroalimentaire. Je pense que vous avez effectivement votre place ici. Vous êtes Philippe Imberger, vous êtes PDG des Pâtes Grand-Mère. C'est tout nouveau, tout beau, tout neuf. Racontez-nous un peu cette histoire. Bonjour, merci de m'avoir accueilli.
Donc effectivement, je suis dirigeant de notre entreprise familiale située en Alsace. Nous fabriquons des pâtes d'Alsace aux œufs frais, avec 7 œufs frais au kilo de semoule de blé dur. Entreprise familiale, donc je suis de la 3e génération. D'accord. Et nous connaissons actuellement une période difficile puisque, vous le savez tous, il y a des tensions sur les matières premières, le sujet qui a été évoqué tout à l'heure. Oui. Donc une très forte tension sur les blés durs. Et aujourd'hui, nous avons trouvé d'autres innovations, puisque le développement d'une entreprise passe forcément par l'innovation et le développement. Alors, nous nous sommes rapprochés d'une autre entreprise récemment, les fermiers de Loué, pour créer un nouveau segment de gamme sur le marché connu national pour les poulets, de la pâte. mais là, Voilà. en l'occurrence, il n'y a pas forcément de poulet, mais Ah c'est bah plus oui, sur mais les œufs. nous, justement, vous parlez de poulet, mais nous, dans nos pâtes, nous mettons des œufs et beaucoup d'œufs. Ce qui donne un goût différent, une texture différente, un plaisir gustatif différent. Et pourquoi avoir choisi Loué? Parce que ce sont des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Les valeurs de la famille, les circuits courts, l'économie circulaire, la défense du bien-être animal. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas des produits. poulets élevés en bataille, mais il Voilà. y a le bien-être. C'est-à-dire c'est des poulets qui sont élevés en plein air. Alors ce sont des poulets fermiers élevés en liberté qui courent dans la verdure et qui rentrent le soir pondre leurs œufs et ces œufs sont ramassés à la main. Donc on revient sur le concept de la ferme. On avait nos œufs à la maison qu'on ramassait le matin pour faire les bons plats, ensuite à midi et le soir. Donc c'est ce qui vous a permis, le fait de vous associer à cette grande entreprise, ça vous a permis de vous lever et d'accroître. Alors, nous fabriquons 13 000 tonnes de pâtes par an. Nous ne sommes plus que 6 entreprises de pâtes en France. Il fallait trouver un autre univers pour perdurer. Parce que si c'est pour faire pas encore connu, 10 ans... Les pâtes grand-mère, c'est pas connu. Hein. Oui. C'est pas encore connu, j'allais dire. Pas encore, mais bientôt. Alors, si c'est pour se battre encore 10 ans à faire de la coquette et de la torsade et à détruire la valeur en réduisant les marges d'année en année, l'avenir, on ne le voit pas. Donc, on s'est positionné sur un nouveau segment de gamme, à faire des produits différents, des produits à l'ancienne, sur des moules bronze avec des textures différentes, des traitements de surface rugueux qui accrochent la sauce. Et on a donné d'autres noms à nos produits que vous voyez là. Oui, grand-mère. La traditionnelle, la savoureuse, Savoureuse. la festive, la voluptueuse, pour marquer ce partage. D'accord. Cet univers, cette authenticité. Donc, ce sont des pâtes qui ont un peu un autre aspect, qui sont un peu plus blanches, on le voit. mais qui apportent quelque chose. Alors, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur le fait que vous avez réussi à combattre... La matière première est 100% française, donc les blés durs 100% français, les œufs forcément de Loué 100% français. Donc on est sorti de ce marché spéculatif mondial pour revenir sur des marchés beaucoup plus régionaux. Oui, régionaux, locaux, effectivement. Donc alors, ça c'est intéressant. Produits... Ce qui est tout à fait différent de M. Velut, qui lui exporte sa charcuterie dans les pays lointains, en Asie par exemple. Nous essayons. Comment ça se passe pour vous, l'export de votre produit? D'abord, vous savez, là j'ai apporté un saucisson, vous m'avez demandé un... Oui, bah oui, c'est mieux de le voir. Là j'ai un saucisson, même un saucisson corse, vous voyez. Ressemble à un saucisson, certes. C'est un des 450 produits de charcuterie français. Il y a plus de charcuterie que de fromage en France, hein, contrairement à ce que disait le général de Gaulle. Donc on a une grande diversité. Quand on regarde les marchés, et sur le marché français, cette grande diversité s'exprime depuis des décennies et même des siècles. Hein, la charcuterie fait partie des produits emblématiques de l'alimentation française, au même titre que le pain, le vin, le fromage, la charcuterie. Hein, ça fait partie des quatre piliers de l'alimentation française. On est populaire, c'est un produit populaire. À partir de là, ce marché français, ça représente 92% de nos ventes. 92% de la fabrication, des productions françaises sont vendues en France. Et seulement 8% sont exportées. Et quand on sait que nous sommes que 65 millions et qu'il y en a 6 milliards autour, on se dit qu'il y a d'autres marchés que le marché français. Surtout, élément supplémentaire, c'est que ce marché français devient de moins en moins rentable.
car la pression que l'on a entre la volatilité des prix des matières premières, pour nous c'est le porc, la volaille, le bœuf, c'est de la viande, hein, les matières premières, et puis la pression de la grande distribution dont parlait Jean-Philippe Girard tout à l'heure, et la pression qui ne se resserre pas, mais qui est plutôt en train de monter. Sur les prix notamment. Sur les prix, avec une guerre des prix qui se mène entre eux. Et bien sûr, c'est nous qui finançons, nous fournisseurs. Évidemment, c'est vous qui en pâtissez. C'est nous qui finançons la guerre des prix des enseignes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc on se dit, on ne peut pas rester, si on veut continuer à développer nos entreprises, on ne peut pas rester scotché sur ce marché français. Il faut absolument qu'on aille voir, qu'on ouvre d'autres marchés. Et ce que l'on fait, c'est que l'on a donc essayé avec nos adhérents et le soutien des pouvoirs publics d'ouvrir des marchés, non pas seulement en Union européenne, parce que ces marchés-là sont ouverts et à la disposition des entreprises. Alors là, on mène des actions collectives assez classiques, des semaines commerciales de la charcuterie, chez Reveux, chez Sainsbury, etc., chez Mercadona, etc., etc. Et puis par contre, quand on est dans les pays tiers, ça c'est du long cours, on est essentiellement des PME. Sur les 250 entreprises, il y en a 200 qui ont moins de 250 personnes. Donc, moi, je représente des PME. Et donc, là, ces gens-là, ces entreprises-là n'ont pas les moyens, toutes seules, d'aller, bien sûr, prospecter en Chine, prospecter au Japon, prospecter en Corée, prospecter aux États-Unis. Oui, en plus, il y a des barrières sanitaires qui sont très, très fortes. En fait. Donc, ça, c'est notre rôle. Donc, elle nous délègue ce rôle d'ouvrir les marchés. Moi, dans 15 jours, je suis à Tokyo. Je fais des conférences à Tokyo et à Kyoto sur la charcuterie française. Avec des chefs japonais, avec, des acheteurs des grandes chaînes japonaises pour vendre la charcuterie française. Alors, Christine Barthes, j'ai vu que vous aviez envie de réagir par rapport à ce que disait M. Volut. Pour vous, c'est un véritable levier de croissance d'ouvrir justement ces marchés ? Alors, on pourrait dire ne pas mettre les œufs dans le même panier, parce qu'effectivement, il y a nécessité aujourd'hui à ce que les PME, les entreprises, développent et multiplient les contacts avec les consommateurs. Et les consommateurs, c'est les différents circuits de distribution. Oui. C'est bien sûr le B2B, c'est bien sûr la vente directe, c'est la grande distribution, et c'est aussi l'export. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, l'export, c'est compliqué. L'export, c'est une stratégie, c'est du travail long terme. Et la PME, aujourd'hui, elle n'a pas nécessairement toujours les moyens pour aller de l'avant. Et là, l'intérêt, qu'est-ce que c'est ? C'est de mutualiser. C'est de chasser en meute. C'est de travailler à plusieurs. C'est d'aller conquérir les marchés. C'est ce qui se fait et ici. Conquérir les marchés de manière régulière et récurrente. Et je pense que Philippe peut évoquer son expérience à l'export pour étayer. Monsieur Stéphane Marcel, pardon. Alors, puisque chacun y va de son expression, on pourrait dire aussi qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, on y va, dans les expressions, on y va. Il y en a d'autres, peut-être. Et bien évidemment, toutes les sociétés ne peuvent pas se payer des très très grosses études, mais les fédérations le font parfois, y compris avec nous. Et moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que quand bien même les stratégies d'export sont des véritables sources d'opportunités de développement pour les entreprises, bien connaître les besoins des consommateurs, c'est certainement une des conditions indispensables et nécessaires Évidemment. au succès. Et ce n'est pas vrai uniquement dans les secteurs ou les industries que vous représentez, c'est vrai dans tous les univers. Et nous, on se rend compte que trop souvent, puisqu'on parle aussi d'innovation aujourd'hui, les gens mettent la charrue avant les bœufs, autrement dit, ils ne font pas d'études. Ils ne font pas assez d'études, ça c'est évident, mais ils pensent les innovations, les produits, les nouveautés, avant de penser à la place qu'elles vont pouvoir trouver sur le marché. Et c'est vrai tout autant pour les marchés émergents que pour les marchés saturés comme les marchés européens. Et la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'il y a toujours de la place, y compris sur des marchés saturés, très encombrés, comme les marchés européens, où la plupart des besoins sont aujourd'hui comblés. On trouve toujours des opportunités. Alors c'est vrai que moi je suis le porte-parole des consommateurs aujourd'hui, et c'est un petit peu notre métier, mais je voulais insister sur le fait qu'une des principales causes d'échec aujourd'hui, et c'est un chiffre que moi je connais depuis que je travaille dans cette industrie, c'est l'insuccès lié au lancement, aux rénovations, quelles que soient les sources. Il oscille entre 75 et 90% de nouveautés qui ont disparu des linéaires et des rayons au bout de 1, 2 ou 3 ans. C'est quelque chose qui doit nous interroger tous. Ouais, c'est parce qu'en fait, ça n'a pas été assez ciblé.
Alors, entre autres, c'est parce que ça n'a pas été ciblé et aussi parce que beaucoup d'entreprises commencent leur processus d'innovation un peu trop tôt, je dirais, en mettant autour de la table des gens qui vont essayer d'inventer des nouveaux produits ou des nouveaux services, en oubliant d'une certaine manière d'avoir bien pris en compte l'espace, les opportunités sur lesquelles ils pouvaient se lancer. Et l'autre élément aussi que je voulais partager avec vous, c'est que trop souvent, les chefs de produits et les gens de marketing pensent l'univers concurrentiel comme on pense le rayon. Le concurrent, c'est celui que l'on va trouver en linéaire face à sa gamme ou à son portefeuille. Or, du point de vue des consommateurs, on se rend compte que lorsqu'on considère des moments de consommation, la gamme des possibles, des alternatives à un produit donné est extrêmement large. De ce point de vue-là, l'idée d'élargir aussi la manière dont on considère le champ concurrentiel, c'est quelque chose qui est assez important. Dans l'univers des pâtes que vous représentez, il y a des alternatives qui ne sont pas uniquement les fabricants de pâtes. C'est très important de savoir ce que les consommateurs vont chercher ou vont y trouver. Et Oui, pardon, allez-y, je vous en prie, monsieur Volut. Non, mais bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous sommes, quand on vend de la charcuterie, on est bien sûr en compétition avec d'autres viandes. Oui, on est en compétition plus large avec d'autres protéines. Donc tout ça, l'estomac étant ce qu'il est, on va pas lui faire manger 2 fois ce dont il a besoin. Les besoins étant des ingestions et des dépenses. Donc le bilan calorique dépend aussi de l'activité que l'on a et de la biologie de chaque personne. C'est très très complexe. Donc il faut absolument, ça je suis bien sûr, il faut nous les opérations que l'on mène vers la Chine, vers le Japon, vers les États-Unis. Là, on commence vers les États-Unis, c'est compliqué, mais on commence toujours par une étude de marché, par aller voir ce que le consommateur, ce dont il a envie, ce dont il a besoin, ce dont il rêve, ce dont il rêverait, même on va un peu plus loin, enfin on est dans le conditionnel, puisque nos produits n'existent pas sur ces marchés. Mais un Chinois n'a aucune idée de ce que c'est qu'un saucisson. Il ne sait même pas comment c'est fait. Il ne sait pas avec quelle viande c'est fait. Et donc, il ne sait pas comment ça se consomme, à quel moment ça se consomme. Il ne connaît pas l'odeur. C'est juste que c'est français. Même pas. J'ai besoin de mettre une tour Eiffel dessus pour lui signaler que on a un logo savoir-faire charcutier français en France et en Europe, et on est en train de faire traduire ce logo-là en chinois pour dire savoir-faire charcutier français. Et on va mettre une tour Eiffel, bien évidemment, puisque c'est le signe de reconnaissance de la France. On va faire traditionnel, mais il faut faire simple. Parce que nous sommes des produits qui sont consommés, qui peuvent être consommés. Là, avec les Chinois, même s'ils ont consommé une fois chaque semaine, ça serait déjà formidable. Mais les 150, 170 millions de Chinois, la cible, c'est pas 1,4 milliard, c'est 170 millions. C'est déjà plus que la France et l'Allemagne réunies. Donc vous êtes en train de dire, en fait, finalement, les entreprises innovantes qui ont fait des études ont réussi à 100%? Alors, celles qui ont écouté nos conseils, oui, mais à 100% non. Non. Tout simplement parce que entre le moment où on peut intervenir et la manière dont les produits sont mis sur le marché, il peut se passer des choses. Et ça renvoie à l'idée qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir un bon produit, il s'agit aussi de le mettre correctement sur le marché. Et ça aussi, c'est un sacré sujet. Je ne parle même pas du système de distribution chinois. Bien évidemment, chacun des systèmes de distribution est particulier, selon les catégories et les pays. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pratiquer. Et donc, on voit bien que finalement, réussir, c'est pas si simple que ça. Et il y a des choses qui relèvent du produit lui-même, de tout ce que l'on peut faire pour accompagner les entreprises dans l'optimisation, dans l'intérêt du consommateur. Et moi, j'aime bien ce que dit mon voisin d'en face sur la logique de valeur, plutôt que la logique de volume. Parce que courir après les volumes, ce n'est pas forcément la meilleure route à suivre. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Exactement. Et à côté de ça, on voit bien que quand bien même on a développé une belle proposition de valeur pour le consommateur, il y a encore une bonne partie du travail qui reste à faire, qui est le mettre face au bon consommateur dans les bonnes conditions, qui renvoie à des problématiques de distribution ou de plan marketing qui deviennent extrêmement compliquées avec les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. C'est un vrai travail d'équipe finalement, chacun a sa place. Les innovants, les études, et puis après vous, Christine Bard, vous arrivez pour mettre ça un petit peu en avant, faire la promotion de tout ça. C'est une recette. C'est une recette avec différents ingrédients.
Et tous les ingrédients sont importants. Bien sûr, le positionnement, la réponse à une attente consommateur, le bon canal, la bonne diffusion, et ensuite le bon accompagnement jusqu'au consommateur final, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est lui qui va faire que la marque, le produit, va être pérenne dans le temps, comme du jour au lendemain, avoir un verdict fort qui va être une déconsommation ou un non-achat. Quelles sont les perspectives d'avenir sur l'agroalimentaire dans les années à venir? Vraiment la diversification. La diversification, c'est aller toucher le consommateur dans tous ses instants de consommation, dans tous ses moments de déplacement. Et c'est en définitive être omniprésent. C'est pas choisir un canal, mais c'est être omnicanal. C'est aller chercher, et c'est ça qui est compliqué, surtout pour des entreprises de petite taille. Ça veut dire être partout. Être partout, mais c'est l'indépendance dans l'interdépendance, c'est-à-dire trouver des solutions nouvelles, trouver des solutions agiles. Oui, pour, les nouveaux services, les nouveaux services pour aller en masse et y aller à plusieurs. D'accord, c'est pas être seul finalement. Je rajouterais qu'il faudrait aussi savoir se protéger, protéger son univers. Oui. C'est pour ça qu'il faut bien se poser les bonnes questions et réunir les conditions. Nous avons personnellement été confrontés à des copies. Oui. Des copies de nos produits, c'est pour ça que nous avons œuvré pour obtenir notre IGP. L'IGP, rappelez-nous ce que c'est l'IGP. Alors c'est une protection géographique qui protège la région de production, la recette et le savoir-faire. Ce qu'on a ajouté dans nos produits, nous avons une deuxième IGP. En nous rapprochant des éleveurs de louer, nous avons intégré dans nos produits IGP un ingrédient IGP. Et vous avez là le premier produit qui va rentrer dans les linéaires avec une double IGP. Voilà. Bah, bravo, félicitations. Merci. Oui, oui, l'IGP, les signes de qualité, sont fort importants. Je pense que ça fait partie des critères d'achat des consommateurs. Ça n'arrive pas en premier, quand même, mais faut pas se leurrer. Ça arrive plutôt en 5-6e position. Mais j'avais un commentaire sur une entreprise. Le problème de l'entrepreneur, c'est de choisir. C'est de choisir son produit, c'est de choisir son segment, c'est de choisir sa technologie, c'est de choisir son canal de distribution, c'est de choisir ses marchés. Et choisir son équipe. Et donc ça c'est très difficile. Donc moi je ne vois pas d'entreprise, même les plus grandes, les très très grandes multinationales sont tout marché, tout circuit et tout, bien évidemment. Mais dès le moment où on se situe avec une entreprise qui fait 20 millions, 30 millions de chiffre d'affaires, celles qui réussissent sont des spécialistes, et spécialistes en tant que produit, en tant que segment sur le marché du produit. Par exemple, monsieur cible le segment premium des pâtes. Bien évidemment, il n'est pas en train de viser le standard du marché, donc il est sur 15-20%, un segment qui doit représenter grosso modo 15 à 20% du marché des pâtes, et là-dessus il va essayer de trouver sa place, et d'avoir la place numéro 1 largement supérieure à celle du numéro 2. Mais à vous entendre, ça paraît facile quand même. Non, ça c'est ce que là je fais un peu un cours de marketing, mais c'est tout à fait compliqué. D'abord, décider, choisir, c'est compliqué. Choisir, c'est très compliqué. On a 1000 opportunités dans ce salon. Vous avez 1000 opportunités de marché. Alors, quels sont les conseils qu'on pourrait donner justement à ces entrepreneurs qui souhaitent investir et réussir, faire leur place au sein du marché? Je peux me lancer? Allez-y, je vous en prie. Et vous compléterez si je dis des bêtises. Alors là, je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire. Moi, je crois que l'essentiel, c'est de choisir ses batailles et de ne pas courir tous les lapins, lièvres, œufs, vos cochons en même temps. Ça, c'est très important. Ou jambon et charcuterie. Ça, c'est le premier point, parce que je ne crois pas qu'on puisse viser l'excellence dans tous les univers et que parallèlement, les entreprises ont leur propre ADN, leur propre capacité à fabriquer un certain nombre de choses, ce qui ne les rend pas éligibles à délivrer de la performance tout le temps, sur tous les marchés et sur toutes les catégories. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'arrêter la course au volume. Et essayer de justifier ou d'essayer de lancer gros. C'est mieux de lancer pérenne et profitable. Ce qui renvoie à un autre élément, qui renvoie aussi à la question de la valeur qui vous est chère. Ça, c'est un autre élément. Et ce qui me paraît aussi très important, et c'est ça qui rend le métier intéressant, passionnant et difficile, c'est qu'il y a quelques règles d'or.
on sait quelles sont les conditions du succès, mais elles varient selon les pays et selon les catégories. Sinon, on ne ferait pas d'études de marché et moi j'en serais bien triste. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait quand même qu'à partir du moment où on répond à un besoin, qu'on apporte quelque chose de nouveau et de différent sur le marché, qu'on crée une petite excitation pour les consommateurs qui dépasse la seule évolution d'un mix avec des ingrédients ou d'un pack, qui sont parfois des vecteurs mais pas suffisants. Et surtout, qu'on délivre ses promesses. Ça aussi, ça paraît être un cours de marketing degré zéro, délivrer sa promesse, mais c'est ce qui est la réassurance ou l'assurance du réachat. Parce que le travail n'est pas fait uniquement lorsqu'on est sur le marché. Le travail, pour ceux qui sont des chefs d'entreprise, c'est de développer un revenu et une croissance durable. Le travail est fait lorsqu'on assure les conditions du réachat du produit. Donc ça, c'est aussi un autre élément qui est fondamental. Et c'est vrai que ça relève du marketing pour les nuls, de délivrer sa promesse. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, fondamental. Mais j'aimerais bien vous entendre sur ça. Ah, voilà, il vous renvoie la question. Mais allez-y, je vous en prie. Non, mais là, vous voulez que je vous donne toutes mes recettes? Non, il faut simplement beaucoup de bon sens. Il ne faut jamais dégrader la qualité et se donner les moyens. Alors, si vous n'avez pas les moyens en interne, il faut aller les trouver à l'extérieur. Qu'est-ce que vous appelez le bon sens? La logique. Oui, ça j'ai bien compris, mais finalement, ça veut dire quoi dans l'intuition? De l'intuition. Pour vous, c'est l'intuition? De l'intuition et du courage. Parce qu'il faut oser. Voilà. Faut oser. Faut oser. Et il faut surtout ne pas se décourager. Parce que quand nous sommes partis à l'export, nous sommes une entreprise familiale de moins d'une centaine de salariés. Et on est parti à l'export il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous exportons 20% de notre production. Sur 13 000 tonnes de pâtes, il y en a 20% qui partent à l'export. Nous avons de réels succès à l'export et il faut vraiment inonder le monde de notre savoir-faire culinaire français parce qu'on a vraiment là quelque chose d'extraordinaire dans nos mains. Bien, merci à tous d'être venus ici pour participer à cette table ronde sur les leviers de croissance de l'industrie agroalimentaire. Merci beaucoup. Puis on retiendra que finalement la réussite, c'est un travail d'équipe. À plus tard.